Le mercredi 25 mai 1994, un habitant de Château-Thierry empruntait un raccourci entre deux avenues. Un sentier ordinaire. Un passage que des gens prenaient pour gagner quelques minutes. Et là, en bordure du chemin, dans les taillis, il voit un corps. Une adolescente. À côté d'elle, il y avait son cartable, sa ceinture, une cordelette et une rose fraîchement cueillie. Pendant 27 ans, cette rose reste l'un des détails les plus visibles de l'affaire. Mais ce n'est pas la rose qui finit par parler, c'est un chouchou. Mon nom est SH. Si vous êtes fan de l'étrange, du sombre et du mystérieux raconté sous forme d'histoire, vous êtes au bon endroit. C'est exactement ce que je fais ici. Abonnez-vous à la chaîne et activez toutes les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le mardi 24 mai 1994, Nadège Desnois avait 17 ans. Chez elle, on l'appelait Nanou. Elle venait de Coulonges-Cohan, un village de l'Aisne, et elle était scolarisée au lycée Jules Verne, à Château-Thierry. Ce jour-là, rien ne laissait penser que son nom allait apparaître dans un dossier criminel. Nadège était une lycéenne. Elle allait en cours, elle rentrait, elle avait une famille qui l'attendait le soir à la maison. Elle avait aussi cette place très simple que prennent les adolescents dans une maison. On ne les surveille pas à chaque minute, mais on connaît leurs horaires et leurs habitudes. On sait à peu près quand ils doivent rentrer. On sait ce qui est normal et on sait quand ça ne l'est plus. Et en 1994, en France, les téléphones portables n'existaient pas. On ne pouvait pas vérifier une position avec la localisation. On ne pouvait pas envoyer un message, même pour dire simplement « je suis en retard ». Ce jour où Nadège ne revient pas, l'inquiétude monte vite. Passé 21h, ce n'était plus normal. Dans une famille, il y a un moment très précis où le retard ne suffit plus comme explication. Avant, on attend. Après, on sait déjà que quelque chose ne va pas. La nuit avance. Les heures passent. Et le lendemain, le nom de Nadège apparaît sur des cahiers retrouvés dans un cartable, dans les taillis. Ce n'était plus une disparition. C'était une scène de crime. Pour la famille, la nouvelle arrive brutalement. Elle arrive à la porte de la maison. Des représentants de l'État et des enquêteurs viennent parler aux parents et leur annoncer la nouvelle. Et à partir de ce moment-là, il ne s'agit plus de chercher Nadège dans les rues, chez une amie ou sur un trajet de lycée. Il s'agit de comprendre qui lui avait fait ça et pourquoi personne n'avait rien vu. Le corps de Nadège se trouvait près d'un sentier, à Château-Thierry, dans un secteur boisé moins dégagé qu'aujourd'hui. Il y avait des arbres, des feuillages, des ronces. Quelqu'un pouvait passer à quelques mètres d'un corps sans comprendre ce qu'il voyait. Puis les enquêteurs arrivent sur place. Ils observent le corps, ils observent les objets autour de Nadège. Le cartable en cuir noir, la ceinture, la cordelette en nylon, la rose. Ce détail, la rose prend immédiatement une place à part. Parce qu'une rose n'est pas un objet utile, ce n'est pas une arme, ce n'est pas un vêtement, ce n'est pas un papier tombé d'une poche, c'est quelque chose que quelqu'un cueille, quelque chose que quelqu'un pose volontairement. Et dans une affaire comme celle-là, un objet qui n'a pas d'utilité évidente devient parfois l'objet qui obsède tout le monde. Le médecin légiste examine Nadège. Il relève des traces de strangulation. Il relève 7 coups de couteau au niveau du cou et du thorax. L'examen ne montrait pas d'abus physique, mais la scène laissait penser à une attaque à caractère sexuel. Rien n'avait été volé, rien ne ressemblait à une bagarre entre jeunes. Aucun élément ne permettait d'établir un mobile. Alors les enquêteurs font ce qu'on fait dans ces moments-là. Ils commencent à enquêter dans son entourage proche. Le lycée, les camarades de classe, les amis, les garçons qui l'approchaient, le petit ami, les gens qui habitaient près du chemin. Même la famille est interrogée et suspectée. Et c'est une mécanique terrible, parce qu'au début d'un meurtre sans témoin, la police n'a pas encore d'éléments ni de mobile. Elle part d'un corps et construit un cercle autour de ce corps. Et tant que le cercle n'est pas refermé, tout le monde est un suspect potentiel. Les enquêteurs cherchent alors des événements récents pouvant leur ouvrir une piste. Une dispute, un garçon rejeté, un adulte qui rôde, un voisin qui aurait menti sur son témoignage, un comportement étrange dans l'entourage de la victime. Mais Nadège ne semblait pas avoir d'ennemis. Son entourage ne donnait pas cette explication simple que les enquêteurs espéraient toujours trouver au début d'un dossier, afin de le refermer rapidement. Et plus les auditions s'accumulaient, plus une autre idée prenait de la place.
Peut-être que Nadège ne connaissait pas l'homme qui l'avait attaqué. Peut-être qu'elle a simplement croisé la mauvaise personne au mauvais moment. Ce jour-là, sur ce chemin. Un prédateur qui n'a presque rien laissé derrière lui. Mais rien ne colle. Pas de mobile, pas d'aveu, pas de témoins qui disent « j'ai vu cet homme avec elle ». Pas de nom. Le dossier grossit puis il n'avance pas. Et ce qui reste, c'est une famille qui doit vivre avec un cartable, une rose et une question. Qui a bien pu faire ça ? Dans les années qui suivent, l'affaire est toujours ouverte mais n'avance pas vraiment. Elle reste là, posée sur un bureau, dans les archives, dans les conversations de Château-Thierry, dans la mémoire de ceux qui avaient connu Nadège, et surtout dans la mémoire de sa famille. Ses proches participent à des appels à témoins. L'émission Témoin numéro 1 évoque l'affaire. On espère qu'une personne parle. On espère qu'un détail revienne. Mais chaque piste est un cul-de-sac et ne mène à rien. Une hypothèse vise Michel Fourniret et Monique Olivier, parce que leurs noms reviennent dans beaucoup de dossiers anciens. Les enquêteurs vérifient. Le couple était en Belgique au moment des faits. La piste est abandonnée. Plus tard, la science avance. Les scellés, eux, sont toujours là. Et ça, dans une affaire ancienne, c'est souvent la différence entre un dossier mort et un dossier qui respire encore. Les objets conservés, des prélèvements, des traces. En 1994, l'ADN n'avait pas encore la place qu'il occupe aujourd'hui dans les enquêtes criminelles. On pouvait conserver, on pouvait comparer certaines traces, mais on ne pouvait pas encore demander à un fichier national de rechercher le propriétaire d'un ADN. Pas comme il le fera plus tard. Alors les scellés restent dans la réserve. Pas parce qu'ils donnaient une solution immédiate, parce qu'ils pouvaient peut-être en donner une un jour. En 2011, de nouvelles analyses ADN mettent en évidence plusieurs profils génétiques. Les profils sont là, le fichier ne répond pas. Pendant ce temps, le meurtrier de Nadège vivait sa vie tranquillement. Pourtant, une trace de lui existait déjà, mais pas encore dans la bonne base de données. Et pendant 27 ans, cette piste attend d'être exploitée. En août 2021, l'affaire bascule à Bar-le-Duc, dans la Meuse. Pas dans un bureau de la police judiciaire de l'Aisne, pas après un témoignage spectaculaire, pas après une confession, dans une procédure de violence conjugale. Une femme se présente au policier. Elle explique que son compagnon, Pascal Lafolie, vient de lui donner une gifle. Elle ne veut pas déposer plainte. Dans beaucoup de dossiers, l'histoire pourrait s'arrêter là. Une gifle, pas de plainte, une main courante. Un dossier de plus pour la police et pour les statistiques. Mais cette fois, avec le renforcement des lois sur les violences conjugales, le parquet demande un prélèvement ADN. Le profil de Pascal Lafolie est entré dans le FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques. Et là, le fichier répond. Il répond sur un meurtre de 1994. Le profil correspond à l'ADN retrouvé sur le chouchou de Nadège Desnois. 27 ans de silence se réduisent à une ligne informatique. Un nom. Pascal Lafolie. Ce qui est difficile à accepter dans ce genre d'affaires, c'est ce qui fait basculer l'enquête. Une jeune fille meurt, une famille cherche pendant des décennies, des enquêteurs se succèdent. Et la clé arrive à partir d'une procédure ouverte après une gifle signalée dans un autre coin de France. Ce n'est pas une petite affaire qui devient grande, c'est une affaire immense qui attendait qu'un détail administratif se produise enfin. Pascal Lafolie avait 27 ans en 1994. À l'époque, il vivait à Jouarre, en Seine-et-Marne, à environ 30 km de Château-Thierry. Son passé judiciaire intéresse immédiatement les enquêteurs. En 1996, son nom apparaît dans un dossier d'agression sexuelle sur mineur. La victime avait 14 ans. Elle marchait sur un chemin, et cette agression comporte déjà une notion d'arme blanche. Quelques années plus tard, une autre femme est agressée. Elle avait 21 ans. Là encore, les faits se déroulent alors qu'elle rentrait seule. La justice retient cette fois un viol. Dans ces dossiers, des éléments reviennent. Des femmes seules, des chemins, une arme blanche, une contrainte sexuelle. Et soudain, l'affaire Nadège Desnois ne ressemble plus seulement à un crime isolé. Elle ressemble à une pièce d'un puzzle composé de multiples affaires. Le 30 novembre 2021, Pascal Lafolie est interpellé. Il a alors la cinquantaine, il n'est pas un nom connu du grand public. Mais pour les enquêteurs, il devient l'homme dont l'ADN se trouve sur un scellé conservé depuis 1994. Pendant la garde à vue, il reconnaît d'abord les faits. Il parle d'une pulsion. Il dit en substance « Je ne pensais pas que ça finirait en meurtre ». Ce n'est pas une phrase de remords. C'est une phrase qui réduit une adolescente à un objet. Et moi, ce qui me reste en tête dans cette partie de l'affaire, ce n'est pas seulement qu'il parle, c'est la manière dont il parle. Comme si le problème n'était pas Nadège. Comme si le problème était seulement que la scène avait mal tourné.
Les enquêteurs fouillent aussi son environnement numérique, ordinateur, téléphone. Ils découvrent des vidéos volées de jeunes filles mineures dans une salle de bain, ainsi que des images pédocriminelles. Le portrait judiciaire de Pascal Lafolie se précise. Mais l'affaire ne devient pas simple pour autant. Quelques mois plus tard, il se rétracte. Il ne dit plus qu'il est l'auteur du meurtre de Nadège. Il accuse son frère Franck. Selon sa nouvelle version, Franck serait celui qui a agressé Nadège. Et dans cette nouvelle version, lui, il essaie de s'interposer, de prendre un rôle de héros, ce que je trouve vraiment écœurant. Il poursuit et dit qu'il reçoit un coup, puis plus rien, le trou noir. Le problème, c'est que son frère est mort, il ne peut pas répondre et se défendre. Alors la justice fait exhumer le corps de Franck Lafolie. Les analyses ADN sont réalisées, et elles ne le rattachent pas à la scène de crime. La version du frère mort ne tient pas. Mais Pascal Lafolie continue de nier. Dans certaines affaires, il y a des suspects qui sont disculpés parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Et il y a des suspects qui restent, même quand leur récit change, parce que la preuve est évidente. Dans ce dossier, la preuve centrale était un chouchou supportant de l'ADN. En janvier 2023, le parcours de Pascal Lafolie attire aussi l'attention du pôle Cold Case de Nanterre. La question n'était plus seulement « Est-ce lui l'homme derrière le meurtre de Nadège ?» La question devenait « Y a-t-il d'autres victimes ?» Les avocats des parties civiles et plusieurs journalistes pointent les ressemblances entre des agressions connues. La Cour entend aussi parler de l'affaire Karine Leroy, une autre lycéenne retrouvée étranglée en 1994 en Seine-et-Marne, dans un secteur proche de Jouarre. Là encore, il faut être précis. Un rapprochement n'est pas une condamnation. Une similitude n'est pas une preuve. Aucun autre meurtre ne lui est judiciairement attribué, mais les similitudes sont là. Mais quand un même nom se trouve associé à plusieurs femmes seules, dans des contextes proches, avec une violence proche, la question ne se referme pas facilement. Elle reste là, ouverte, et elle attend sûrement d'autres réponses. Le 22 septembre 2025, Pascal Lafolie entre dans le box des accusés de la cour d'assises de l'Aisne, à Laon, 31 ans après la mort de Nadège Desnois. Sa famille est là, ses frères, sa sœur, des gens qui ne cherchent plus leur sort depuis longtemps. Ils cherchent des réponses, la justice et un jugement pour faire un deuil définitif. Le père de Nadège, lui, n'était plus là depuis longtemps. Le temps avait déjà pris ce que la justice ne pouvait pas rendre. Dans une salle d'assises, ce genre de dossier a une particularité. Les faits sont anciens, les visages ont changé, les témoins ne parlent plus avec la mémoire immédiate de 1994. Mais les scellés, eux, ne vieillissent pas de la même manière. Ils restent matériels, ils restent là, et quand un chouchou conservé depuis 31 ans arrive dans le débat, il parle d'une façon que les souvenirs ne peuvent pas imiter. À l'audience, Pascal Lafolie ne reprend pas ses premiers aveux. Il maintient son innocence. Il reconnaît que le dossier le met en cause, mais il nie le meurtre. Face à lui, il y a l'ADN, il y a le chouchou, et il y a ses condamnations passées. Il y a la première version, celle où il parle de pulsion, et il y a la seconde, celle où il charge un frère mort. Il y a aussi les anciennes victimes. Leurs paroles replacent Pascal Lafolie dans une continuité. Pas comme un homme qui surgit une seule fois dans un dossier isolé, comme un homme dont la violence semblait revenir, avec des variantes contre des femmes seules. Les parties civiles parlent d'un parcours interminable. L'avocate générale requiert la peine maximale, 30 ans de réclusion criminelle. Elle insiste sur la dangerosité de l'accusé, sur la répétition, sur les violences sexuelles, sur le fait que dans plusieurs dossiers, les femmes étaient seules, brunes et sur un petit chemin. Un profil qui semblait attirer Pascal Lafolie. Le 25 septembre 2025, la Cour rend sa décision. Pascal Lafolie est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Nadège Desnois, avec une période de sûreté des 2/3. La peine reprend les réquisitions du procureur. Mais dans cette affaire, même une peine maximale ne donne pas une fin propre. Parce que 31 ans séparaient le crime du procès. Parce que Nadège avait 17 ans. Parce que son père ne pouvait plus entendre le verdict. Parce que la famille obtient une réponse, mais ne récupère pas le temps perdu. Et parce que certaines sources indiquent ensuite que Pascal Lafolie fait appel. La justice avance. Mais pour ceux qui restent, la vérité arrive toujours en retard. Et il y a un autre point, plus froid, plus juridique. Les parties civiles soulignent que les années de prison déjà effectuées par Pascal Lafolie dans d'autres dossiers peuvent compter dans le temps qu'il lui restera réellement à purger. Autrement dit, même une condamnation à 30 ans ne signifie pas forcément 30 années nouvelles derrière les barreaux. Pour une famille qui attend depuis 1994, c'est une autre forme de violence. La décision existe, mais elle ne sera pas appliquée
mot pour mot. Quand on regarde cette affaire dans son ensemble, on peut être tenté de retenir la rose. C'est le détail visible. Le détail presque incompréhensible, simplement parce que Pascal Lafolly aimait les roses et aimait cueillir des roses, une sorte de signature. Une rose posée près d'une adolescente tuée. Mais le détail qui change réellement le dossier, ce n'est pas celui que tout le monde regardait. C'est celui qui était conservé dans les scellés. Un chouchou. Un objet minuscule. Quelque chose auquel personne n'a prêté attention durant des années. Puis la technologie avance. Le fichier des empreintes génétiques se remplit. Une femme signale une gifle. Un procureur demande un prélèvement et l'objet parle. 27 ans après. C'est aussi ça une affaire ancienne. Ce n'est pas seulement une enquête qui attend une preuve. C'est une preuve qui attend que le monde soit capable de la lire et percer son secret. Merci d'avoir suivi cette histoire. Dites-moi en commentaire ce qui vous marque le plus dans cette affaire. La rose, le chouchou, ou cette gifle de 2021 qui finit par relancer un dossier vieux de 27 ans. Et si vous voulez continuer avec d'autres affaires résolues des années plus tard, la playlist est disponible sur la chaîne. C'était SH, à bientôt. Bye bye.